Ok, donc merci à tous d'être là. Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à cette grande question. L'IA est-elle au service de l'humanité ou alors au contraire va-t-elle la détruire? On va donner des pistes évidemment, on va réfléchir sur plein de sujets différents. Alors je présente rapidement les invités. Donc Guillaume Saez, tu es le créateur, tu es le chef de la chaîne Science Trash qui comptabilise 800 000 abonnés aujourd'hui sur YouTube. Aussi tu as fait un doctorat en maths pure, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et à côté de ça, je travaille aussi en tant que data scientist, donc chez Givaudan. Et j'ai vu aussi que tu as fait beaucoup de travaux sur les fractales. Voilà, en effet, ma thèse et l'ensemble des recherches que j'ai effectuées portent sur de ce qu'on appelle de l'analyse multifractale. Donc en fait, c'est en effet de l'analyse fractale sur des signaux. Super. Brahim, tu es aussi notre invité. Tu es étudiant au Pont et entrepreneur également. Tu as une société dans l'éducation, par exemple. Ouais, Voilà. exactement. Étudiant au Pont en césure. C'est ça, ouais, là je suis en césure, donc je viens de finir mon master 1 et je fais une césure entre les deux masters, c'est assez commun dans les écoles d'ingé. Et puis il y a moi, Marc et Alain. Voilà. On est à l'ENSIE et on présente ce débat, ce petit podcast sur l'IA. On est très content de vous accueillir. Est-ce que vous avez déjà un préavis? Vous êtes plutôt favorable à l'IA, à l'intégration de l'IA, ou vous avez quand même des peurs au fond de vous? Ça, c'est quoi vos avis un peu là-dessus? Alors, moi, j'ai fait une vidéo sur le sujet déjà sur la chaîne Science Trash, donc clairement, je suis pour l'intelligence artificielle, même si en effet, il y a des risques, il y a des dérives, il y a des dangers. On peut pas, enfin, il faut pas mentir. Bien sûr qu'il faut réguler mieux la gestion des données. Bien sûr, il faut mieux réguler la façon dont les IA vont être utilisées, ou aussi vont être montées et créées. Simplement, aujourd'hui, lorsqu'on regarde des intelligences artificielles qui sont déjà mises en service, il existe des intelligences artificielles qui sont capables de régénérer des biais de société à travers tout simplement la façon dont ils se sont entraînés sur leur base de données. Si vous prenez une IA, imaginons qu'il s'est entraîné que sur une unique morceau de population qui correspond à un même stéréotype de population, je ne sais pas, des personnes du même sexe ou de la même tranche d'âge, elle va pas être capable du coup de se généraliser sur l'ensemble de la population puisqu'elle a été entraînée que sur une partie. Ce type de comportement et de biais existe aujourd'hui lorsqu'on développe des intelligences artificielles. Et c'est pour ça que, bien sûr, il y a des dérives, il y a des risques, et qu'aujourd'hui, il faut faire attention. Mais comment dire, c'est une telle marge de progrès, d'évolution technologique, qu'il est dommage de dire que il faut être totalement contre, qu'il faut être radicalement opposé à ça. Donc ça, c'est plutôt ma position, en tout cas aujourd'hui, sur l'intelligence artificielle de mon côté, si je devais résumer. Ok. Bah moi je suis assez d'accord aussi, hein. Je pense que je suis assez favorable à l'IA, même si comme toujours quand il y a des nouvelles technologies, il y a des réactions. Enfin, ça a été le cas pour le téléphone, ça a été le cas pour la machine à vapeur, c'est le cas en général. Maintenant, les problèmes liés à l'IA, comme l'a dit Guillaume, c'est plus des sujets de régulation qu'autre chose, et comment nous, les humains, en pleine conscience des dangers et des risques, notamment les biais, etc., Mm. on va faire pour implémenter correctement les choses, gérer correctement la data. Par exemple, c'est évident que si jamais, comme tu l'as dit, on travaille uniquement sur des personnes noires, par exemple, bah évidemment, il va y avoir l'IA qui va derrière retranscrire ce biais. Donc c'est à nous de faire attention à comment on entraîne ces IA, par exemple, ou comment on les utilise, dans quel domaine, notamment en banque, par exemple, on a parlé des régulateurs, etc. Ouais, bah, c'est un exemple concret. Ouais. Il s'est déjà arrivé en Amérique. Il me semble que l'IA qui jugeait des personnes noires appliquait des sanctions beaucoup plus graves Mm. C'est ça, en parce fait. que c'est entraîné sur. Elle retranscrivait les biais historiques. C'est ça. Elle s'entraînait sur les 100 dernières années de procès, il me semble. Et historiquement, l'histoire montre que les États-Unis étaient un peu racistes avant, voire beaucoup. Et donc, forcément, elle retranscrivait le biais. Et juste, je me permets, ce problème-là, c'était parce qu'il n'y avait pas assez de data diversifiée. Donc, il fallait créer du nouveau data. Comme solution, je parle. Ou... Bah, je pense que c'est un peu des deux. Enfin, je sais pas, je n'ai pas travaillé en particulier sur ce problème-là, mais je pense que c'est un peu des deux. Il y a le fait que forcément, tu avais plus de data sur les personnes noires parce qu'elles étaient plus arrêtées, etc. Mais donc, à la limite, ça, c'était gérable par le fait d'augmenter le nombre de data, même artificiellement, pour des D'accord. personnes blanches. Mais tu avais en plus, les juges prenaient en compte ce truc-là. Si tu étais noir, ils te sanctionnaient plus. D'accord. Donc, même si artificiellement, tu créais des nouveaux points, tu vois, ça se retranscrit, en fait, ça n'aurait dans pas le réglé le jugement. problème. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je pense que de toute façon, il faut limiter la base de données dans ce cas-là. Et donc les biais racistes, mais il n'y a pas que ça, hein. On peut généraliser assez facilement les biais sexistes. Par exemple, je ne sais pas si une IA doit choisir si une femme doit avoir tel ou tel salaire. Historiquement, si jamais les femmes ont des salaires moins élevés, vu qu'il s'est entraîné sur une data où les femmes ont un salaire moins élevé, forcément, il lui donnera un salaire moins élevé à la fin. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a aussi ça qui est à prendre en compte et à corriger. Et en effet, les solutions pour régler ce type de choses, là, c'est limiter la base de données. Donc, si on a 80% d'hommes et 20% de femmes, par exemple, sur une base de données et qu'on s'entraîne dessus, et qu'on a besoin de générer une IA qui ne répercute pas ce biais de genre, il suffit de tout simplement rééquilibrer statistiquement cette proportion qu'il y a, par exemple, d'hommes et de femmes,
pour qu'il y ait en fait dans la base de données d'entraînement autant d'hommes que de femmes. Ça, c'est un premier point. Mais le problème, c'est que quand on fait ce travail de rééquilibrage, on supprime de la donnée. Et la donnée est clé. Supprimer de la donnée, c'est supprimer de l'information. Donc, c'est aussi permettre en fait à l'IA de diminuer ses compétences, ses capacités, avec une donnée qui contient beaucoup moins d'informations. Donc, pour régler ce problème-là, en effet, il existe la possibilité de générer artificiellement aussi des données. Ok. D'accord, faire du feature engineering et créer de nouvelles données, mais ça a un risque parce que pour créer ces nouvelles données, il faut être capable de la faire de la bonne façon, avec les bonnes techniques. Donc ça, c'est pas forcément la meilleure solution. Il faut savoir, hein. C'est la solution qu'on aime le moins faire quand il faut créer des bases de données assez intéressantes. Par exemple, même on peut simplement parfois juste dupliquer les points. Par exemple, on a 2 fois plus d'hommes que de femmes, on peut dupliquer tous les points liés aux femmes. Et sur homme-femme, c'est peut-être plus difficile, mais tu peux faire des moyennes de points, etc. Parce qu'il y a deux clusters. Enfin, je pense qu'on peut, dans ce cas-là, on peut même supprimer tout simplement le genre dans les données. Tout à fait. C'est une Hein, ligne qui ça, peut être, ça- si elle n'est pas pertinente, elle peut être supprimée. Après, parfois, le genre, il va passer par la photo. Est-ce que la photo, c'est pas pertinent? Parfois, juste, tu peux ressortir des données implicites de quel point la personne se tient bien, etc. juste à travers la photo. Donc, des fois. Je te coupe, Brahim. Vous qui êtes favorable à l'intelligence artificielle, vous pensez dans quel secteur vraiment il y aura de grandes révolutions où ça sera vraiment important d'avoir une IA? Et clairement, la santé. Ouais, la santé, l'éducation, je pense qu'il y aura des verticales importantes dans ces secteurs-là. Peut-être sécurité aussi. Enfin, globalement, je pense que ça va révolutionner vraiment pas mal de domaines. D'accord. Oui, en fait, même déjà aujourd'hui, ça commence à révolutionner pas mal de domaines. Quand on voit déjà qu'on est capable, simplement grâce déjà à des outils, pas forcément à base totalement d'IA, mais d'outils qui s'appuient sur tout simplement nos technologies, être capable d'opérer des gens à distance, c'est-à-dire que le chirurgien se trouve à Bordeaux et que le patient se trouve en Chine, c'est des choses qui sont aujourd'hui technologiquement possibles et dont, avec les IA, on va pouvoir encore améliorer les performances de ces technologies, aller beaucoup plus loin. Donc, en termes de santé, je pense que l'IA a un futur très prometteur. Il y a un prix Nobel, même qui a été distribué récemment, justement, autour de ces sujets-là, en chimie. Donc, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on sait que ce domaine-là, en santé, est prometteur, simplement pour étudier l'ADN, étudier le corps, et ça a même repoussé les limites de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui en médecine. Et en plus, souvent, quand on pense IA, je pense qu'on pense beaucoup deep tech, mais ça va même révolutionner le quotidien dans des petites choses. Par exemple, il y a Doctolib ou Alan qui font plein de choses avec l'IA, et en tout cas, c'est des boîtes qui fonctionnent très bien, c'est quand même des modèles en France. Elles révolutionnent pas mal le secteur de la santé, que ce soit du côté des praticiens pour Doctolib ou des citoyens comme vous et moi pour Alan. D'accord. Donc la santé, c'est un domaine très important, ça on l'a bien saisi. Et aussi, il y a l'éducation. Donc on entend souvent en France où les parents, les élèves ou même d'autres personnes se plaignent du système d'éducation en France et même dans d'autres pays. Et il y a notamment Elon Musk, on sait, qui s'en est plaint et qui a inscrit ses enfants, qui les a désinscrits de l'école et qui suivent leurs cours à la maison. Donc on peut aussi imaginer peut-être plus tard de grands changements au niveau du système éducatif français ou dans le monde grâce à l'IA. Toi, Brahim, je sais donc qui est un peu dans ce domaine de l'éducation, t'en penses quoi? Ouais, moi, sur une de mes sociétés, on essaye un peu d'utiliser de l'IA. Donc, globalement, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on propose du cours particulier. Et en fait, on s'est rendu compte que entre les cours, souvent, les élèves ne travaillent pas. Et donc, on a une petite base de données avec un petit algo qui permet, en fonction des remarques du prof, entre chaque cours, d'assigner des exercices régulièrement à un élève. Donc ça, c'est par exemple une manière d'utiliser l'IA, mais je pense que c'est vraiment qu'une infime partie de ce qu'on va faire au final pour l'éducation. À mon avis, tu pourras avoir des assistants personnels IA, tu pourras avoir plein de choses, et même des choses que j'imagine pas. Pendant longtemps, on a essayé d'uniformiser l'école, c'est-à-dire que tous les élèves suivaient exactement les mêmes cours, peu importe leur capacité. Je veux dire, on a fait des écoles un petit peu spécialisées, mais l'IA, ça va peut-être permettre de revenir à l'individualisation. C'est-à-dire que peut-être que toi et moi, on n'a pas du tout la même manière d'apprendre, et c'est très bien, c'est pas grave. Et l'IA va nous permettre d'apprendre de manière différente, peut-être. Tout à fait. Alors, dans le domaine de l'éducation, il y a déjà même des choses qui sont en cours de lancement par le ministère de l'Éducation nationale. Essayer de créer des technologies à base d'intelligence artificielle capables de faire des recommandations d'exercices, de suivi d'élèves à partir de l'intelligence artificielle. C'est ce qu'avait annoncé l'ancien Premier ministre Gabriel Attal lorsqu'il était au gouvernement. Donc le développement de ces intelligences artificielles-là qui seraient là justement pour davantage avoir un suivi personnel des élèves au cours de leur éducation. Alors il faut comprendre que l'école, aujourd'hui on s'en plaint beaucoup, que c'est pas facile, mais il faut voir aussi
pourquoi en fait on s'en plaint. Quand on regarde le budget aussi qui diminue considérablement d'année en année à l'éducation nationale, bah, du coup c'est des coupures de subventions, de budget dans des choses qui ont été mises en place, qui ne le sont plus et qu'on essaye donc de mieux gérer. Donc ça, ce sont des choses voilà, qui sont problématiques parce que des enseignants qui se retrouvent avec de plus en plus d'élèves en classe, moi j'ai été professeur, D'accord. je me souviens que moi, quand j'étais élève, j'étais dans une classe où on était 27 en première et terminale. Aujourd'hui, moi, quand j'étais enseignant et que j'ai enseigné, j'avais des classes à 32, 36 élèves, ce qui est énorme. On n'en voyait pas le fond. On se disait, mais c'est pas possible, ça s'arrête jamais. Et il faut aujourd'hui enseigner donc en masse. Et c'est pas la même chose d'enseigner en masse qu'enseigner de façon individuelle. Et c'est ça qu'il va falloir aujourd'hui, je pense, comprendre, c'est que l'enseignement, c'est quelque chose qui se fait de façon très individuelle, mais l'éducation nationale, aujourd'hui, a misé sur une stratégie de masse. C'est pas facile, en tout cas, dans les écoles, à gérer juste avec les moyens du personnel qui s'y trouve. Donc, c'est pour ça que les intelligences artificielles, bien sûr, vont aider là-dessus. Et même si on poussait un peu plus loin la façon dont on les utilisait, par exemple, justement, avec des modules qui, par exemple, d'intelligence artificielle qui se concentrent uniquement sur des bases de données restreintes, soient capables, par exemple, de générer des exercices adaptés aux élèves, à leurs difficultés, plus loin que de la recommandation d'exercices, comme je disais tout à l'heure, de faire des signalements d'alerte aux enseignants dès qu'il y a des dérives, de contrôle des dérives chez certains élèves, on arriverait à avoir un meilleur suivi justement des élèves dans les classes et on arriverait aussi à faire de meilleures recommandations, de conseils et des choses qui ne sont aujourd'hui pas mises en place en tout cas. D'accord. Donc ça serait aussi un problème de budget pour les professeurs aujourd'hui, aussi avec le nombre d'élèves qui augmente dans les classes. Donc juste on pourrait imaginer que par exemple une simple intelligence artificielle qui corrigerait les exercices, ça serait déjà une grande avancée. Parce Ah. que les professeurs prennent des fois des semaines à corriger un DS, les élèves ils oublient déjà ce qu'ils ont fait, alors que c'est comme ça qu'on apprend, c'est en voyant ses erreurs, en corrigeant. Totalement. Mais alors après, il faut faire attention. Aujourd'hui, les intelligences artificielles ne sont pas fiables à 100%. Du Bien coup, sûr. c'est compliqué encore pour un enseignant de se dire bah, je vais laisser une IA corriger à ma place et dire bah, voilà, elle a commis des erreurs, bah, tant pis, c'est pas moi, c'est l'IA. Donc aujourd'hui, non, on ne peut pas encore aller tout de suite vers ce type de raisonnement. Mais en effet, hein, c'est ce qu'on aimerait bien vers quoi tendre, libérer du temps aux enseignants pour se concentrer ailleurs. Et ça, c'est ce genre de choses. Je me souviens quand j'étais enseignant, la correction des copies, c'est comment dire, c'est une grosse part de notre temps. Bien sûr. Et alors moi, pour la petite anecdote, j'ai déjà un professeur qui a créé un algorithme, ou alors il utilise un qui est déjà existant, je sais pas, mais en tout cas, on faisait des contrôles et vraiment, on sortait de l'examen et 1 heure après, on avait déjà la correction par mail, quoi. En fait, il avait automatisé le processus. Vraiment, il se libérait du temps énorme. Bien sûr, Alors pour ça, on était obligé de répondre par QCM. c'est ça. En fait, on devait Cocher. cocher des cases. Bah oui. Et du coup, alors je sais pas si c'était une IA qui reconnaissait, j'imagine, qui reconnaissait nos réponses et qui nous corrigeait directement. Mais je trouve ça super intelligent parce qu'on avait vraiment la réponse tout de suite. On pouvait tout de suite voir nos erreurs. Bah, c'est ce qui est de plus en plus pratiqué dans beaucoup de pays, c'est-à-dire que en fait, c'est juste un questionnaire, on a une grille de questionnaires, c'est ce qui a été fait d'ailleurs dans l'université où je suis actuellement, Paris-Créteil, c'est on coche en fait des cases en noir et on laisse une machine ensuite corriger automatiquement les copies. En effet, ça se corrige instantanément, un algorithme le fait. Au Japon, ils essayent de mettre en place que les élèves, par exemple, répondent dans des cadres bien spécifiques pour répondre à différentes petites questions avec des réponses assez courtes. Et ce qui sera possible de faire, c'est qu'une IA en fait est capable de lire le texte qui est écrit par un élève. Si vous écrivez un texte, on est capable de le lire correctement. Et si on est capable de le faire, ensuite, on peut laisser des intelligences artificielles corriger donc de façon algorithmique rapidement les copies grâce à des modèles d'IA. Donc ça, c'est des choses qui vont se voir le jour. De toute façon, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on passe donc sur des QCM bien simples où on coche des cases, enfin bien simple dans le sens où c'est facile à corriger. Ouais. On va laisser une IA répondre, donner une note et répondre à ce problème de correction, sachant qu'il y a une possibilité qui est 1 ou 2 erreurs qui se glissent dans la façon dont il corrige. Comment faire pour éviter à 100% ce type d'erreur? Aujourd'hui, on n'en est pas capable. Et aujourd'hui, pour le moment, ce n'est pas le cas. Peut-être que demain, on y arrivera, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, on aura toujours des professeurs. De toute façon, L'IA je ne pense, remplacera pas. C'est ça, ouais. L'IA ne va pas remplacer c'est les professeurs. une question que beaucoup de gens se posent. C'est à quel point est-ce que l'IA va remplacer les métiers? Est-ce qu'elle va créer des métiers? Parce qu'on sait qu'il y a des exemples de cas dans l'histoire où des nouvelles technologies ont remplacé des métiers, mais en ont créé d'autres. Et à l'inverse, il y en a des fois où
Elles n'en ont pas créé d'autres, elles nous en ont juste supprimé. Il y a un peu de tout dans l'histoire. Il est légitime de se poser cette question aujourd'hui. Moi, je pense personnellement que ça dépend des secteurs. Oui, tout à fait. Voilà, il y en a où ça va créer beaucoup, il y en a où ça va supprimer complètement. Mais c'est un problème justement sociétal parce que en fait l'IA, elle est là aussi pour remplacer les tâches les plus comment dire difficiles, enfin les plus chiantes à faire, il faut le dire. Pour faire de la traduction, pour extraire de l'information, pour faire de la synthèse, pour faire des choses de ce type-là, l'IA est géniale. Enfin, moi, je le vois déjà dans les entreprises où j'ai travaillé. On a développé des IA qui sont capables de faire des audits, en fait, hein. C'est-à-dire qu'on peut, donc, on a un ensemble de documents, on a 10 000 documents. On a donc à peu près 10 000 documents. Et sur ces 10 000 documents, on doit essayer de chercher des informations pour répondre à des questions d'audit. Par exemple, est-ce que l'entreprise mène une politique de contrôle fiscal adaptée ou une contrôle, je ne sais pas, des dérives financières. Enfin, voilà, on pose des questions d'audit. Ils vont chercher dans les documents si l'entreprise effectue bien une politique voilà, qui répond à la question, en tout cas. Et à la fin, il extrait l'information. Ça, à la base, c'était des entreprises, des prestataires qui étaient payés dans les entreprises pour faire ces contrôles d'audit. Et ça coûtait de l'argent, énormément d'argent. Donc, j'ai travaillé pour des entreprises où ça leur coûtait donc 1 an de salaire à une personne, donc à peu près 50 000 euros. C'est énorme. Aujourd'hui, avec des intelligences artificielles telles que les RAG, les Retrieval Augmented Generation, qui sont capables d'extraire, d'aller chercher l'information rapidement dans les documents, on est capable d'éviter de les payer, en fait, tout simplement pendant 1 an. Donc, c'est une grosse économie de coûts. Donc, ça fait disparaître un métier, mais en fait, pas réellement. C'est ce qu'ils ont cru au début, on va se détacher totalement d'eux, mais non, parce qu'il faut que quelqu'un puisse utiliser cette IA pour extraire l'information. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est juste, ça réduit le coût, tout simplement, de la tâche. Mais c'est-à-dire que les tâches les plus ingrates vont, au fur et à mesure, diminuer, voire disparaître pour certaines classes. Mais si on regarde, la plupart des personnes qui, dans notre société, qui ont ce type de tâches, ne sont pas forcément les personnes qui ont fait énormément d'études, en tout cas qui ont une spécialisation élevée, en tout cas dans un domaine. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont l'habitude voilà, de faire des tâches ou une spécialisation faible dans un domaine demandé. Et dans ce cas-là, on se retrouve en fait à diminuer le travail et la tâche de personnes qui sont souvent dans des milieux défavorisés de la société, ce qui est en fait regrettable parce que c'est eux qui ont davantage, au contraire, besoin de travail et même de salaire. Donc on est en train encore là de niveler un peu par le haut. Enfin, j'ai pas envie de parler d'ascension sociale, mais on est en train de niveler par le haut cette ascension sociale et les gens qui se retrouvent en bas se retrouvent encore délaissés. C'est ça le danger de l'IA quand même aujourd'hui, c'est que ces tâches les plus ingrates, on aura à la fin de moins en moins besoin par des êtres humains et ça va forcément être au détriment de beaucoup de personnes qui sont dans les milieux les plus défavorisés. Et ça, c'est triste. Si on prend un cas concret, par exemple, une personne qui travaille dans l'administration, on lui supprime son travail, on le remplace par une intelligence artificielle. Oui, ça lui libère du temps, mais elle n'a pas de travail à côté parce qu'elle n'a pas les qualifications pour. Tu as dit qu'il y avait des technologies, par exemple, qui avaient supprimé du travail, mais qui n'en avaient pas créé. Là, je sais pas si tu en as un en tête, mais j'ai cherché un peu, j'ai pas trop d'exemples. Pour moi, ça va surtout permettre un gain de productivité énorme. Et qui dit productivité, dit plus de travail. Enfin, typiquement, quand on a inventé la machine à vapeur, ce qui se passait, c'est qu'elle consommait 75% de charbon en moins. Ceux qui extraient le charbon pensaient que en gros, ils allaient plus pouvoir vendre de charbon. Au contraire, en fait, vu que c'était beaucoup plus productif, on a consommé encore plus de charbon. Et je pense que ça va être un peu la même chose. Les c'est ce que je voulais dire aussi. C'est vrai que c'est un principe d'économie. En fait, c'est un peu contre-intuitif pour certaines personnes. Ouais, c'est contre-intuitif, mais ça marche. Mais en fait, par exemple, si l'IA nous aide à faire plus de choses, c'est un peu plus automatisé. Du coup, on est plus productif. Mais quand on ajoute une personne et qu'elle apporte quelque chose marginalement en plus, en fait, ça va créer plus d'emplois au final. Parce qu'une personne est plus productive. Typiquement, j'ai vu que les designers, c'était un des sujets. En fait, on pensait que le métier de designer allait disparaître. Parce que l'IA, étant donné qu'ils prennent plus 2 semaines pour faire un design, mais qu'ils peuvent le faire beaucoup plus rapidement, en fait, ils ont encore plus de travail. Ils arrivent à baisser les coûts pour les petites entreprises. Par exemple, toi, tu lances ton émission, tu vas peut-être vouloir un logo. Ça va être beaucoup moins cher que ce que tu aurais pu avoir il y a, je sais pas, peut-être 5 ans. Et donc, tu vas le payer alors que tu ne l'aurais pas payé avant. Et en fait, du coup, ça fait quand même tourner la machine économique. Tout à fait. Mais alors, attention quand même, c'est qu'en effet, ça va permettre d'augmenter davantage la productivité grâce en tout cas à ces technologies-là. Mais en même temps, ça dépend aussi du seuil de demande qu'il y a. C'est ça, oui. Il faut que la demande suive, effectivement. C'est ça, il faut que la demande suive. Et après, au niveau du nivellement par le haut, je suis assez d'accord, mais pas tout à fait, parce que je me dis qu'il va quand même avoir un lissage des inégalités. Je veux dire, par exemple, en France, il y a plein de gens qui ont du mal à écrire un mail ou à s'exprimer dans d'autres langues. Et ça va être vachement plus facile, typiquement, d'envoyer un... J'y ai cru.
Ah Mais ouais. en fait, les gens ne savent pas utiliser aujourd'hui facilement. C'est des intelligences artificielles juste pour les aider à écrire des mails ou à traduire. C'est comme l'ordinateur, Ça tout va simplement. prendre. C'est ça va prendre un petit peu de temps, je pense, avant Mm. de s'homogénéiser. Je pense que les ingés, on est plus, Ah, forcément. oui. On est des privilégiés. C'est ça, ouais. C'est jeune et peut-être les personnes plus âgées, elles bénéficieront pas de tous ces outils. Ouais, après ça, c'est une constante quand même dans l'histoire que souvent, quand il y a des nouvelles technologies qui apparaissent, je veux dire, enfin, même le téléphone, parfois, enfin, historiquement, par exemple, s'il y a toujours des agences bancaires en physique, c'est surtout parce qu'il y a des personnes âgées qui ont du mal à utiliser le téléphone. C'est ça. Mais après, il ne faut Donc, pas oublier que, voilà, moi, j'en parlais justement à un ami data scientist qui a monté ses propres formations data science. Et il ne comprenait pas pourquoi les gens ils plaçaient une sorte de mystifisme autour des IA, disant que c'est quelque chose de complexe ou autre, et pourquoi ils avaient peur de s'y mettre, pourquoi il y avait cette méfiance, etc. Il faut comprendre que nous, quand même, ingénieurs ou même les gens qui sont, enfin, qui baignent dans la science et dans ce milieu-là, on est quand même ultra privilégiés dans ce domaine parce qu'on arrive à avoir une meilleure vision, on comprend mieux les enjeux, on sait utiliser ces outils, on voit les aboutissants. Ce qui n'est clairement pas le cas de tout le monde. Et là-dessus, il faut comprendre qu'on a un rôle d'accompagner, d'éduquer aussi les gens à l'utilisation de ça. C'est pour ça que un jour, vous allez voir, je mets pas ma main à couper, mais je le vois venir. On enseignera à l'école l'utilisation de ces technologies. les outils, Mm. ouais. Bien C'est sûr. sûr, ouais. Ouais, mais c'est ça, ouais, c'est évident, c'est sûr. C'est par la connaissance que de toute façon, on arrive à acquérir donc des opportunités, à évoluer dans la société. Si on ne l'a pas, bien sûr que ça va créer des inégalités. Donc pour uniformiser, je veux envie de dire, les inégalités sociales, il faut permettre à tout le monde d'avoir les mêmes chances. Et ça va passer par, encore une fois, moi je le dis depuis longtemps, mais le jour où ils vont bien réformer l'enseignement au collège, déjà, ça sera une bonne chose parce que Ouais. c'est, Ça passe par l'éducation. ça passe par Mais de l'éducation. toute façon, je pense que les outils aussi vont être de plus en plus simples en fait, à Mm. utiliser. Une sortie d'algo d'il y a 5 ans, c'est beaucoup plus compliqué à comprendre. Enfin, c'est moins intelligible pour tout le monde qu'une sortie de ChatGPT qui dit une phrase Mhm. en français, quoi. Ouais. Et ça va aller dans ce sens-là, je pense, de plus en plus intelligible, de plus en plus simple, quoi. Bon, je vous ai envoyé des images. J'aimerais que vous les preniez, vous les regardiez. Des images, il y en a qui sont générées par une IA, d'autres non. Alors, c'est un jeu un peu classique, comme je l'ai dit, mais avec l'évolution des capacités des IA génératives, Mhm. c'est intéressant de voir si, là, à l'heure actuelle, on est encore capable aisément de voir le vrai du faux. Donc voilà, vous pouvez prendre les images et donner vos avis un peu sur Ok. celle-ci. Non, pas d'indice, Non, sinon pas c'est pas d'indice. drôle. Le nombre de quoi? Non, justement, j'ai pas envie de vous donner le nombre. Ça se trouve, elles sont toutes générées. Ça se trouve, il y en a. Ok. Elles sont Aucune. toutes réelles. Non, J'ai mais une petite idée, mais on fait image par image. Faites image par image, ouais. Que vous soyez d'accord, la première, c'est laquelle? Voilà. La première, Ouais, c'est c'est ça. bon, on est d'accord. Ok, on est d'accord. Donc déjà celle-ci, bon pour moi c'est la plus difficile. Ok. Parce que j'en ai une, j'en suis quasi sûr que c'est une IA. Ouais, moi aussi. Mais alors, celle-ci pour moi c'est la plus difficile justement. Essayez de répondre un peu vite parce que si vous vraiment vous zoomez peut-être sur tous les détails, vous allez. Ah bah ce que je suis en train de faire. À votre avis, sur le nombre d'images, ça se trouve, il y en a 0 qui sont générées. Ça se trouve, il y Pour en a moi, qui elle sont est, toutes. elle est vraie, on va dire. La première, Ouais. Alors pour moi la première est vraie. Ouais. la deuxième maintenant. La deuxième, celle-ci, on est d'accord. Voilà, fais voir, Brahim, t'as Ouais. la même en deuxième. Ouais, Ok. c'est celle-ci. Parfait. D'accord. Pour moi celle-ci, elle est générée par une IA. Ah ouais? Ok. Pour moi, elle est vraie. Donc, pour moi elle est générée par une IA. Quasi Passe à sûr, la pour- troisième. Ok. La troisième maintenant. Je sais pas, il y a une ring light dans les yeux, je me dis, hein, peut-être. C'est peut-être de la data qui a remis la ring light. Ouais, c'est vrai. La Ok. troisième. La troisième pour moi, j'ai un problème avec sa boucle d'oreille en fait. Ouais, moi aussi. Bon, clairement pour moi elle est générée par IA. Ouais, je suis d'accord. Ok. Ok. La dernière. La dernière, elle est générée par IA. Et toi, En Brahim fait, je pense qu'elles sont toutes générées par IA. Moi, c'est les cheveux, je me dis, Enfin, ouais. je me dis. À part la deuxième, où j'ai un doute. Non, c'est la première où j'avais un doute. Ok. Mais elles sont peut-être toutes générées par IA. Ta réponse finale sur la première, c'est généré ou pas? Pour moi, la réponse finale, elles sont toutes générées par IA. Ok. Moi, j'aurais dit les deux premières réelles et les deux dernières IA. Ok. Mais un peu. Bah, c'est intéressant, vous avez tout faux, vraiment. Quasiment. Et c'est intéressant de voir ça. Ça veut dire que vous avez du mal. C'est pas évident. Ouais, c'est pas Mm, évident, même là en 30 secondes, une minute, de voir ça. Donc, alors, je vous donne les réponses. La première était générée par une IA. Ok. La deuxième aussi. Et la troisième aussi. Et la dernière, non. Ah Ouais, ouais. c'est la dernière. Non. Et la dernière, Elles vous étaient avez- toutes sauf la dernière. C'est toutes sauf la dernière. Mais Ouais. la dernière, vous avez tous les deux dit qu'elle était Bah, générée par par. défaut, parce que moi, je voyais générée par IA. Je me dis, en fait, elles le sont toutes. Ouais, Mais par défaut un peu. Il mais- a bien vu la boucle d'oreille. Ah oui, la boucle d'oreille, elle se C'était- voyait bien. Ouais, c'était bien vu. C'est vrai que ça, c'était un indice. Et Mais voilà, la c'est- dernière, ouais, la dernière, elle est bien faite.
Non, elle est vraiment bien faite. En plus, je vais même dire sur les Asiatiques, en fait, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils ont un teint de peau bien lisse, D'accord. moins de boutons. Et en plus de ça, ils ont les cheveux noirs. Donc, les cheveux noirs, ça. Bah, je vais te dire, j'ai même fait exprès de prendre un asiatique. Ah, c'est dur. J'ai pensé à ça, je me suis dit que. Alors peut-être qu'ils avaient beaucoup de data sur les asiatiques parce qu'ils sont beaucoup. Bon, je suis parti là-dessus. Je sais pas si. Ah, ils sont plus durs je pense que c'est performant sur eux, je pense. Et donc c'était un vrai asiatique pour le coup le dernier, mais Il est bien fait. Ouais. juste écrit homme asiatique sur Google. Bon bah voilà, c'est intéressant. Du coup, c'est pas évident. C'est Non. pas évident, même. Non, non, pas du tout évident. Et même, ça prouve qu'aujourd'hui, même quand les enquêteurs, le FBI et la CIA vont devoir travailler peut-être dans le futur, ils auront besoin d'un spécialiste pour réussir à détecter ça. Et il faut savoir qu'il existe aujourd'hui, on essaye de monter des IA capables de détecter ou non si des photos sont du deepfake ou non. Ça se fait beaucoup, notamment aussi pour le journalisme, etc. Mm. Ils parlent même de créer des instances un peu de contrôle, enfin des C'est bureaux ça. de contrôle tout simplement. Ouais. Parce que sinon après tu peux faire croire n'importe quoi. Toute une Ouais, bah, même les population. professeurs, ils utilisent ça. On peut copier-coller un texte et ça nous GPT, dit, ouais, c'est ça, ça nous dit la Alors, probabilité de chance. ce qui est Ouais. drôle, c'est que par contre, tout ce qui est open source, je vous le dis, ne marchera pas. Ah, ouais. C'est-à-dire que si vous avez un modèle d'IA Ah, parce que c'est dans la data. en fait, si vous avez surtout, c'est pas ça. C'est si vous avez un modèle d'IA qui vous dit s'il est capable ou non de savoir si c'est un deepfake ou non, il suffit de réentraîner l'IA C'est qui ça, fait les ouais. deepfakes Ok. pour qu'il évite justement de D'accord. commettre des erreurs sur ce type de Ouais. logiciel. C'est ce qu'on appelle des GAN, Ouais, des réseaux de neurones adverses. un générateur et un. Exactement, un générateur adverse qui va en fait essayer de battre une IA. Ah oui, les IA s'affrontent entre eux. C'est drôle, mais ça existe. Ouais, Et elle les modèles s'auto-entraîne, etc. Il y a celui qui essaye de détecter et celui qui essaye de créer. C'est ça. Et en fait, c'est une compétition. Du Ah coup, ouais, les deux. d'accord. Il y a toujours des retours, Une c'est ça, espèce de- ouais, entre c'est les ça. deux. C'est pour ça que je dis ça peut pas être open Solution. source si vous avez un détecteur de deepfake ou non, parce que Mhm. s'il est open source, il sera obsolète, il sera mauvais. Ok, ouais, je vois l'idée, c'est intéressant. C'est utilisé aussi d'ailleurs pour les séries temporelles, non, vu que c'est Oui. ton domaine. Tout à fait. C'est utilisé partout, ce genre de choses. Les GAN, c'est utilisé par exemple pour résoudre même des jeux souvent. Lorsque vous avez une intelligence artificielle pour résoudre un jeu vidéo, par exemple, vous prenez Géométrie Dash ou je sais pas, n'importe quel jeu où il faut sauter ou appuyer sur des boutons, vous pouvez créer une IA qui va essayer de résoudre votre jeu, appuyer sur les bons boutons au bon moment. Et en fait, cette IA, vous pouvez faire en sorte qu'elle s'entraîne à battre tout simplement ses anciens scores. Il y a plein de youtubeurs qui s'amusent à faire ça sur plein de jeux différents. Vous prenez le jeu du dinosaure, vous prenez, je sais pas, comme jeu le Snake. Ouais, vous prenez Snake aussi. Vous pouvez faire plein d'intelligence artificielle sous un format GAN, du coup, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça se fait de plus en plus. C'est à la mode depuis pas mal d'années, depuis 2017, si je ne me trompe pas, et ça marche très bien. J'avais vu une vidéo il y a quelques années où c'était un youtubeur américain, je crois, qui avait fait une vidéo, c'est quoi la meilleure manière de courir. Et du coup, il avait entraîné, c'était un modèle d'homme avec des jambes, des articulations, etc. Et du coup, c'est un peu ça, je pense. C'est une IA qui essaie de battre son record pour aller à un point A à un point B, son record C'est ça. en termes de temps. Et donc à la fin, le truc il courait plutôt bien, alors qu'il avait aucune idée à la base de comment courir. C'est ça. Il faisait Ouais, vraiment exactement. n'importe quoi à la base. C'est ça. Ouais, Et il faut savoir que, en fait, pour parler mathématiques un peu, parce que ça va être drôle, une intelligence artificielle, comment ça marche surtout ce sont des paramètres mathématiques. Voilà, on a plein de paramètres. Dans un réseau de neurones, on met des poids, en fait, qu'on appelle des W, souvent W1, W2, WN, etc. Et ces poids-là, en fait, on essaie de les ajuster au fur et à mesure qu'ils s'entraînent, qu'il arrive à bien prédire ou non l'information. Si vous passez des photos de deepfake ou non, il va essayer, à partir de votre base de données d'entraînement, à dire vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux. Et s'il se trompe, s'il a mal prédit, il va corriger les poids qu'il a mis tout simplement dans son réseau de neurones. Et ainsi de suite, il va corriger au fur et à mesure qu'il vérifie s'il a vrai ou faux. Donc si vous lui passez un nouveau dataset sur lequel il se rentraîne, il va toujours en fait mettre à jour ces poids-là. C'est tout simplement ça. Donc en fait, créer des modèles d'intelligence artificielle, des réseaux de neurones qui sont capables de s'améliorer au fur et à mesure qu'il a de l'information, c'est la base même de l'intelligence artificielle. Donc mettre en open source des données ou des outils qui sont capables de vous dire ou non c'est des deepfakes ou non, c'est une porte ouverte à améliorer les anciens modèles qui génèrent des deepfakes. D'accord. Donc juste pour revenir à la génération d'images, là c'est peut-être des personnes qui n'existent pas, qui ont été inventées. Est-ce qu'on pourrait générer des images de personnes existantes et les mettre dans certaines situations? Par exemple, si on prend... Ça se fait. T'es ce pas qu'on- allé beaucoup sur Twitter C'est là. clair, Voilà, c'est mais- que ça. Hein.
Oui, mais là, ça se voit quand même que c'est du fake. Oui, ça se voit assez bien parce que en fait, quand on met certaines personnes dans certaines situations, Ouais, donc c'est évident, ça saute aux yeux. on déplace un peu la confiance de la personne, on génère en fait des positions qui n'existaient pas forcément dans le passé. Du coup, là, bah, il y a des possibilités de voir en fait que c'est un peu, ça marche un peu mal. Mais on arrive de mieux en mieux à le faire. Donc ça veut dire que dans le futur, on ne sait pas, mais donc moi je dis dans un futur proche, 5 6 ans, on pourra faire des deepfakes ou des trucages de personnes comme des personnalités dans des situations embarrassantes très facilement. Ouais, D'accord. parfois, il y a des trucs, c'est flippant quand même, hein. Ouais, ça j'ai fait vu, peur il y pour a le des- futur. Des hein. personnes décédées et j'ai Même, vu. il y a des deepfakes, je sais pas si vous connaissez l'arnaque au ministre. Ouais, l'arnaque au ministre, mais ça c'est Bah, un il- deepfake parce que, alors attention, l'arnaque au ministre c'est vraiment Ça- basique, ça existe depuis des années Oui, parce mais que là, ils l'ont refait avec un deepfake et c'était fait. vraiment bien fait, quoi. c'était, je sais plus quel ministre, le vieux ministre de l'Intérieur de l'époque. En fait, le deepfake était, mais après c'est facile, c'est du statique D'accord. caméra. Ok. Donc c'est très facile à faire du deepfake là-dessus. Il y a pas de, c'est du statique caméra. On colle une image, enfin une expression de visage dessus, et on la fait légèrement bouger. Et ça se fait très 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 bien, mais depuis bien longtemps. Ce qui va être plus difficile, c'est créer des deepfakes animés. Vous l'avez bien vu, on essaie de faire des Mm. vidéos, par exemple d'acteurs ou d'autres. C'est très difficile à faire. J'ai généré des mouvements vraiment complexes, c'est très difficile à faire avec des fausses, voilà, avec des fausses personnes ou des personnalités. Mais créer des mouvements complexes, c'est encore aujourd'hui un peu compliqué à faire, mais on va y arriver, je pense, dans quelques années. Ça, c'est pas des choses insurmontables. Et comment le gouvernement, par exemple, pourra contrôler ça au niveau de la législation, peut-être la changer, parce que ça peut être vraiment dangereux. On peut imaginer des situations où Alors, vraiment pour des arnaques, pour Ouais, des mais Au choses. plus, niveau hein, il y en a- européen, il y aura des choses qui vont être faites, Il y a déjà deux des bureaux choses. de contrôle. Il y a deux choses. Il y a l'RGPD déjà qui protège les D'accord. données. Déjà, on n'a pas le droit d'avoir des données personnelles sur toi et de les conserver plus de 2 mois sous enfin, plein de conditions. Les RGPD qui te protègent. Et deuxième chose qui te protège, c'est maintenant les régulateurs, l'AI Act, le régulateur de l'intelligence artificielle qui a été voté par la Commission européenne, qui aujourd'hui essaye de faire en sorte que les IA qui sont développées au sein de l'Union européenne soient conformes et répondent à un certain niveau de régulation. Et si ce n'est pas le cas, ils doivent être enregistrés dans la base de données de l'Union européenne pour être justement tracés et savoir où ils en sont dans leur mise en place de leur régulation, etc. Donc l'AI Act, qui va être mise en place à partir de 2026, est là pour répondre à ce type de problématique aussi. Franchement, c'est intéressant et c'est vraiment quelque chose à suivre parce que j'imagine que ça peut causer plein de problèmes. Je sais pas pourquoi je pense à un exemple d'un collégien qui découvre un peu ça de son côté, qui commence à créer des images et ça peut amener à de l'harcèlement, etc. Enfin, Après, on est vite influençable. Quand on regarde les réseaux sociaux, on a l'impression que l'IA peut tout faire. Il faut se calmer, ça peut pas tout Ouais, faire ouais. non plus. Les gens jouent un peu sur nos peurs. Il faut être un peu plus critique et voir comment ils sont faits, qu'est-ce qui s'est passé. Des fois, par exemple, sur les deepfakes ou autres, il faut pas croire. Des fois, sur les photomontages faits par Midjourney ou par Stable Diffusion ou ce type de choses, il y a des designers des fois qui passent par Photoshop, qui retouchent aussi. Enfin, bon, Ah oui, c'est vrai. il y a plein de J'aimerais bien choses. qu'on réponde à une dernière question pour clôturer un peu ce sujet-là. Mhm. Du coup, bah, on en parlait un peu tout à l'heure avec les IA qui se surentraînent pour savoir si c'est vrai, si c'est faux, si c'est généré par une IA ou pas. Est-ce que on peut avoir une réponse un peu claire de si jamais j'ai une image dans le futur, il y aura une IA qui sera vraiment bien entraînée qui pourra dire si c'est vrai ou si c'est faux. Enfin, si c'est généré par une IA ou si c'est pas généré par une IA. Faut avoir la database aussi, hein. Enfin, Mm. en vrai, il n'y a pas de raison que ça se fasse pas parce qu'a priori, c'est plus dur de sortir une image vraiment très clean Tout à fait. que de détecter si c'est faux ou si c'est vrai. Si tu as, ce modèle, donc n'importe qui va sortir par exemple un modèle de génération d'images qui vont être très bien, bah, tu pourras toujours entraîner ton modèle de détection sur ces images-là. Pardon. Et donc un peu comme on en parlait tout à l'heure avec les GANs, tu pourras entraîner automatiquement en fait, ton algo à détecter. A priori, intuitivement, hein, j'en ai pas fait, mais ça paraît plus facile de sortir un oui ou non, 1 ou 0, que de sortir une matrice Ouais, ok, je vois l'idée. Tout à l'heure, tu avais dit quelque chose, tu avais lié l'IA avec l'ADN. Je me mets à la place de quelqu'un qui connaît vraiment rien. C'est quoi, on pourrait se dire, c'est quoi le rapport comment l'IA peut s'intégrer à la compréhension de l'ADN, Bien par sûr. exemple? Clairement, l'ADN, en fait, c'est un encodage, si on veut. Il faut voir l'ADN. Moi, en fait, c'est drôle parce qu'il y a plein de façons de voir l'ADN. Et moi, j'ai une vision qui n'est pas du tout mathématique, mais très informatique pour le coup. C'est-à-dire que c'est une chaîne d'informations. Pour moi, je vois l'ADN comme une chaîne d'informations. C'est une chaîne en fait d'informations de protéines qu'on encode par des lettres souvent. Et vous l'avez tous vu en seconde ou première si vous avez fait vos cours de SVT. Ouais. Bon, c'est pas mon cas, mais j'ai pas fait de SVT en première. Mais si vous avez fait SVT, vous avez fait un cours sur l'ADN et vous voyez les séquences ADN. Ces séquences ADN, le problème c'est qu'elles sont complexes, elles sont nombreuses et dans le corps humain, il y a des milliards de quantités de données sur les séquences ADN. Et être capable aujourd'hui
de comprendre toute une séquence ADN d'une cellule ou d'un virus ou je sais pas quoi, ça peut être long, complexe, ça peut prendre du temps. On l'a vu avec le Covid, pour trouver la séquence, par exemple, pour le coup pas ADN, mais ARN du Covid, c'est un enjeu important. Et les intelligences artificielles sont capables en fait d'aider là-dessus. Pourquoi ? Parce que ça revient à faire une tâche de prédiction. On a une grande quantité de données. Est-ce qu'on est capable de prédire correctement la séquence ADN que va avoir une cellule ou non ? Et si on est capable de le faire correctement, on est capable de vite avoir une séquence ADN, de vite mettre en place des vaccins, des solutions, etc., etc. Donc ça, c'est un premier cas d'usage. Il y a d'autres cas d'usage. C'est pas ma spécialité, la médecine, mais je sais qu'aujourd'hui, sur les problèmes, il y a Science Étonnante qui a fait une vidéo là-dessus sur YouTube, qui a parlé, par exemple, de la façon dont on utilisait l'IA tout simplement dans ces questions d'ADN et même encore plus loin après l'ADN. Et il parle de toutes ces questions-là. Et l'IA aujourd'hui a joué un rôle important. Il y a même, donc là j'ai reçu l'information, il y a pas, c'était hier ou avant-hier je crois que l'information est tombée, c'est vraiment une coïncidence d'ailleurs qu'on en parle, que AlphaFold justement a été récompensé d'un prix Nobel de chimie à partir de travaux. Donc on voit à quel point aujourd'hui l'intelligence artificielle et la chimie et donc par extension même la médecine peut avoir un enjeu important sur ces questions-là. Et AlphaFold, si vous ne connaissez pas, c'est donc je résume rapidement. C'est donc bien Google DeepMind. C'est une intelligence artificielle développée par Google DeepMind qui fournit justement une prédiction de la structure des protéines à partir de la séquence des acides aminés dans l'ADN. Donc c'est ce que je vous disais. Ça a reçu un prix Nobel tout récemment justement parce que ça révolutionne le monde de la médecine et de la santé. Donc c'est quelque chose qui est déjà concret aujourd'hui. D'ailleurs, j'avais vu aussi, bon, c'est pas vraiment le même sujet, mais ceux qui veulent essayer de rendre l'IA la plus humaine possible, un des arguments, c'est qu'en fait, toute la data que nous, on reçoit tout au long de notre vie, bon, c'est soit des signaux lumineux, etc. Enfin, c'est notre rétine qui va s'activer, pas s'activer, etc. Donc, c'est des 0 et des 1. En gros, ça peut être encodé comme des 0 et des 1. Ouais. Et l'ADN, pareil, en fait, comme c'est des suites de lettres, ça pourrait être encodé aussi comme des 0 et des 1. Et si tu prends toute la data que tu reçois tout au long de ta vie, ça serait équivalent, il y a un chercheur qui a fait le calcul, je ne suis pas allé trop dans le détail, mais ça serait équivalent à 1 téra à peu près de data. En fait, leur thèse, c'est que si jamais notre cerveau fonctionnerait un petit peu vraiment comme un réseau de neurones et qu'on pouvait avoir toute la data à laquelle nous on est sensible, peut-être que l'algo réagirait plus ou moins comme un humain et du coup là on verrait l'apparition d'IA un peu consciente. Ok, donc là on aurait vraiment l'utilisation d'une conscience mais super réaliste. Ouais, c'est ça, mais il y a des gens qui travaillent sur des sujets de conscience artificielle et pas de... Tu sais, il y a intelligence artificielle et conscience artificielle. Je crois qu'il y a un truc qui est fait au niveau européen, je ne suis pas allé trop dans le détail, mais ils travaillent sur des sujets de conscience artificielle, etc. Je trouve ça horrible, mais c'est vraiment une vision qu'on a dans le domaine, c'est de voir vraiment l'ADN comme une donnée encryptée par des lettres. C'est les acides aminés, et on ne la voit pas plus loin que ça. Et en fait, même les chimistes, ils doivent la voir ainsi, ça leur permet justement de faire des choses remarquables. C'est ainsi que ça fonctionne. En fait, c'est horrible à dire, l'ADN, c'est une donnée. C'est comme un fichier dans notre ordinateur. Ouais, c'est ça. Si on est capable de la modifier, on est capable de changer nos formes, etc. Quoi. C'est ça. On est capable de la découper, de faire des choses avec grâce à CRISPR-9. Je ne sais pas si vous avez CRISPR-Cas9 qu'on a fait dans une vidéo de Science Rush, on en parle. Souvent, c'est le ciseau de l'ADN. Ça permet de découper des chaînes ADN. Et donc, on est déjà capable de faire plein de choses avec l'ADN, mais c'est une donnée qu'on est capable de manipuler plus ou moins d'une certaine façon. Et aujourd'hui, on est même capable de faire de la prédiction de cette donnée. Je sais pas, c'est fou. C'est fou. Hein. Mais on en avait parlé un peu en off. Moi, j'aime bien ce sujet-là. On en avait déjà parlé aussi. Bah, si notre information, ça se résume à 1 téraoctet, en fait. C'est tout à fait encodable dans une IA. Et si on peut supposer que, du coup, il n'y a pas quelque chose de métaphysique, un dieu ou une âme ou quoi que ce soit, mais qu'on est vraiment le résultat de toute l'information qu'on a accumulée depuis le début de notre vie, de l'information qui est encodée dans notre ADN aussi, et du coup de l'information présente à un instant T. Si tu arrives à faire une IA du coup, qui pourrait avoir toute l'information que tu as eue depuis le début de ta vie et de voir toutes tes réactions, plus ton génome, quoi, ton ADN, bah, a priori, elle pourrait avoir des réactions similaires aux tiennes, si jamais tu pars du postulat qu'il n'y a pas... Ouais, mais alors là, déjà, faudrait... oui, non, mais là, on part sur des choses... Ouais, non, mais c'est intéressant, ça me permet de rebondir. J'avais déjà un peu pensé à ça en préparant le podcast. Je sais pas si t'es d'accord un petit peu. Non, mais moi, je t'ai dit ma position là-dessus. C'est vrai que c'est intéressant que l'ADN, en fait, comme on est capable de prédire un peu ce qui va se passer, on peut se dire que si on prend un bébé, on peut prédire déjà comment il va évoluer au cours de sa vie. Moi, je pense qu'on est aussi le résultat de notre environnement, ce que je disais. Donc, il faudrait prendre en compte aussi notre
notre environnement extérieur. Ce qu'on mange, etc. Ce qu'on aussi. mange, Ce qu'on mange. ce qu'on respire, Mais ça, si tu vis à Paris, si tu vis au Oui, sud. Ça, justement, c'est peut-être pris en compte dans les, Bien sûr, dans dans les informations en fait, que tu bien reçois. sûr, dans les données exogènes que tu prends, bien sûr, C'est tu ça, peux le prendre en compte. Ça pourrait être en fait aussi de la donnée, juste de la data. Et en Mais fait, il y aurait, ça serait pas intérêt de donner du coup. Ouais, ça serait beaucoup plus. C'est ça. Et du coup, je Ouais. pense que c'est pour ça que c'est pas réellement faisable de bien le faire parce qu'on n'est pas le résultat juste d'une séquence ADN, on est le résultat en fait aussi de tout ce qui nous entoure. D'accord. Parce qu'on pourrait imaginer, si on prend par exemple un robot ou une IA, on le fait balader dans la rue et on la fait vivre des expériences. Est-ce que vous pourrez acquérir, comme il le disait, par exemple, de la data et devenir une propre personne? Bah non, parce que aujourd'hui, Ouais. un robot ne s'entraîne pas aussi facilement que ça juste en regardant des gens. Ça marche pas D'accord. comme ça. Ça serait bien d'ailleurs. Mais non, ça marche pas comme ça. Mais il faudrait aller toujours plus loin. Qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on vit. Tout simple. Si vous prenez les gens à Paris et les gens qui sont au sud de la France, Ouais, c'est bah, pas vous la allez même déjà chose. voir qu'il y a déjà des différences significatives par rapport à plein de choses, à leur sensibilité au soleil. Ils ont beaucoup plus de vitamine D. On en a beaucoup moins par rapport aussi aux activités physiques qu'on peut avoir. Nous, on est un peu plus sédentaires parce qu'on prend plus les transports en commun. Eux, ils sont beaucoup moins sédentaires parce qu'ils bougent beaucoup plus. Ouais, il y a plein de différences. Enfin, on s'en rend pas compte, mais juste là, j'ai pris Paris, sud de la France. Hein. Alors imaginez si vous prenez Paris-Bangkok. Hein. Non, Donc, mais on en est pas là, je pense. De toute façon, on est loin d'avoir quelque chose de similaire à un cerveau. Mm. Mais c'est un peu un fantasme ouais, du enfin, domaine, c'est ça, quoi. c'est ça. C'est un Ouais, fantasme. Le j'aimerais fan- aussi un peu préciser aux gens qui nous écoutent que c'est un peu des modèles. Mm. Ouais, il y a peut-être vraiment ce truc de dame qui est impossible C'est ça. à coder, à créer. Ça dépend un peu de comment on définit la chose. C'est Tout à peut-être fait. impossible. Hein, T'entends ça parfois, le fantasme de l'IA, c'est la machine qui va prendre le pas sur l'homme et décider en pleine conscience d'annihiler les êtres humains parce qu'ils servent à rien, tu vois. Trop cool. Mais Un film de SF. après, je dis pas que c'est impossible, mais je pense que déjà, on est loin d'avoir codé quelque chose d'assez proche d'un cerveau. Et deuxièmement, même si on pouvait... Ouais, On n'est pas du tout. C'est pas Ouais, du ouais. tout un réseau de neurones. J'adore parce que les gens, quand on Ouais, dit ouais, on ouais, développe des cerveau. réseaux de neurones, ils disent ah, ils développent des cerveaux. Non, non, Non. c'est pas du tout ce qu'on fait. ouais, c'est ça. À l'origine, c'est inspiré un petit peu, mais là, du coup, le fonctionnement, quand même, est assez loin. Et même dans l'hypothèse où on arrivait à synthétiser, par exemple, un cerveau, c'est pas dit qu'il n'y ait pas quelque chose de métaphysique, donc un dieu ou quelque chose qui... Je reprends l'expression d'un ami qui disait lorsque, par exemple, Icare a toujours voulu se rapprocher du soleil et s'amuser à voler, voilà, les ailes. c'est ça, il s'est brûlé les ailes, mais c'est ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que simuler le vol, à partir le vol d'un oiseau, on a toujours réussi à le faire en le simulant à partir des avions. Mhm. Et est-ce qu'un avion, pour autant, vole comme un oiseau? Non. Donc ça va être pareil. Si on doit simuler un cerveau humain, est-ce que d'après vous, on arrivera à simuler un cerveau humain comme on l'a biologiquement? Bon, on y arrivera, mais pas comme on l'a biologiquement. C'est surtout ça le futur. C'est qu'il faut comprendre qu'on n'essaye pas forcément de simuler quelque chose de parfait dans ce qu'on fait en intelligence artificielle. On essaie de simuler quelque chose qui est propre à l'intelligence artificielle et qui aura des utilités propres à lui-même. Et pas forcément justement pour apprendre absolument tout, avoir de l'indépendance, s'affranchir des lois de Murphy, etc. etc. On n'est pas dans un film de SF. Et ça, les gens, ils ont du mal à le comprendre. C'est pour ça qu'il y a ces paniques, ces peurs de l'intelligence artificielle. Et c'est un peu dommage. On est là pour simuler un comportement humain. L'intelligence artificielle existe depuis l'Antiquité. Ça a toujours existé. C'est pas quelque chose qui est né dans les années 50 avec Turing. C'est faux. D'accord. Les premiers écrits philosophiques de l'intelligence artificielle ont été retrouvés déjà en 1666, d'accord, par plusieurs grands philosophes tels que Leibniz, qui écrivaient des algorithmes pour détecter, par exemple, le vrai du faux au cours de conversation. Et c'est des choses qui existaient depuis longtemps. On ne fait que faire évoluer tout simplement ces approches de simuler un comportement humain à partir des technologies qu'on a aujourd'hui. En 1950, les premiers ordinateurs sont apparus. On s'est aidé de cette technologie pour simuler le comportement humain. Et c'est ça qui fait que l'intelligence artificielle arrive aujourd'hui à ce qu'il est, grâce à ces technologies-là et à l'évolution de ce qu'on appelle la big data, c'est-à-dire les bases de données qu'on a réussi à capturer grâce à Internet, on a développé ces intelligences artificielles très performantes. Mais ce n'est pour autant pas du tout une intelligence autonome en soi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal, même en IA, avec le mot intelligence artificielle. Parce que ça trompe en fait tout simplement les gens. Et c'est dommage. En fait, le mot existe depuis longtemps, donc ça n'a jamais voulu servir à tromper les gens. Mais il faut se détacher de cette notion de comment on peut définir l'intelligence, hein, tout simplement. L'intelligence, c'est un ensemble de facteurs et les gens ils veulent croire que l'intelligence, c'est uniquement ici, quand on parle d'IA, de la simulation du cerveau humain, alors que c'est absolument pas le cas. Et moi, ça me rappelle un peu un épisode de Black Mirror. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est une femme qui perd son copain. Du coup, voilà, il y a une entreprise qui permet de
prendre toute la data qui était existante sur son copain, tous ses posts Facebook, tout ce qu'il a pu dire au cours de sa vie, où il a fait son école, etc. Bref, ça prend toute la data disponible sur lui, ça prend un certain temps, mais ça arrive à reprendre sa conscience et la télécharger dans un corps. Et ce qui se passe à la fin, c'est que sa copine, elle en a marre de son clone, en fait. Elle veut absolument s'en débarrasser. Donc ça me fait penser un peu à... Mais à ça existe, Citizen, ça. Hein. C'est pas fictif, là, pour le coup. Ouais, il y a eu... C'est Replica, non Oui, c'est ça. Ouais, Replica. Ça, ce que tu dis existe déjà. Encore une fois, c'est artificiel, elle s'en rend compte elle-même. Hein. C'est pas la même personne. Alors, il faut faire attention, Black Mirror, c'est une dystopie. C'est-à-dire que leur objectif, c'est montrer comment ces évolutions technologiques peuvent forcément se tourner dans le côté, j'ai envie de dire, obscur de leur utilisation. Et en effet, Replica existe, mais apporte du bien à certaines personnes. C'est pas montré, mais ça apporte du bien. C'est-à-dire qu'il y a en fait, on est capable de faire des conversations avec des gens qui n'existent plus. Par exemple, ouais, Louis XVI, tout ça, j'avais vu. Ouais. Exactement, Louis XVI. Il y a même eu une émission télé qui a failli se faire où on a interviewé des morts comme Diana. Je sais pas si vous avez vu, ça allait se faire. Ouais, ça, c'est un peu glauque. Là, il y a une question un peu d'éthique et de morale. Par exemple, ça me fait penser à ce qu'il y a eu en Corée, une dame, un de ses enfants qui était décédé, et elle l'a revu avec une intelligence artificielle, et ça avait fait le buzz sur les réseaux sociaux, et les gens se disaient, est-ce qu'on a vraiment le droit de faire ça ? Tout à fait. Et ça, c'est vraiment une question de morale. Qui a véritablement le choix de dire si on a le droit d'autoriser ça ou de l'interdire ? Tout à fait. Il y a des questions de régulation, encore une fois, sur ces questions-là. Et après, aujourd'hui, par exemple, pour Replica, il faut l'autorisation de la famille, de toute façon. C'est eux qui décident ou non. Ça joue avec l'éthique, quoi, Replica. Ouais. C'est ça. Exactement, ça joue avec l'éthique. Alors après, c'est pour ça qu'il y a des régulations différentes selon les pays. Il y a des garde-fous en Europe. Aux États-Unis et en Chine, pour le moment, il n'y en a pas. Hein. Enfin, il y en a entre guillemets. Il y en a beaucoup moins. Après, pour le fait que l'IA va devenir plus proche de l'homme, etc., aussi, ça dépend de l'échelle de temps. Enfin, sur les 50 prochaines années, on sait que, même peut-être 100, peut-être que... Parce qu'après, le fantasme de l'homme, c'est quand même d'être capable de recréer un homme, au final. Non, mais bien sûr. C'est de se prendre pour Dieu un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, est-ce qu'à un moment ou à un autre, ils vont pas aller de plus en plus loin, essayer de recréer tous les artifices du cerveau ? Mais est-ce qu'on y arrivera un jour ? C'est pas dit du tout, on n'est pas du tout proche de ça. On aura d'autres priorités, surtout. J'espère quand même. Mais... je pense que c'est bien. Bien sûr que la technologie va continuer à évoluer encore et encore et encore. Mais le problème, c'est que nos ressources vont être de plus en plus limitées. On voit bien avec déjà aussi les crises climatiques, etc. Donc, on va réorienter notre priorité sur notre adaptation au changement d'environnement. Nos technologies, on va plus les adapter aussi à nos besoins primaires. Donc oui, ça va évoluer, mais plus sur fournir plus de nourriture, mieux se réchauffer. Voilà, ça va être plus là-dessus que ça va. Il y a des sujets entre l'IA et l'environnement également. Ah ouais, bien sûr. Moi, je vais passer à un deuxième jeu. Donc là, je vais vous dire des idées de start-up d'IA. Vous allez essayer de me trouver celles qui sont vraies et celles qui sont fausses. Ok ? Ça va être un peu marrant parce que vous savez bien que dans le monde, sujet deep tech un peu bizarre. Ouais, j'aime bien ça. C'est drôle. C'est un peu la même que tout à l'heure. Tout peut être inventé, tout peut être vrai. Vous devez savoir un peu, essayer de juger un peu ce qui se passe. Alors, est-ce qu'il est vrai qu'il y a une start-up qui, à l'aide des modèles d'IA, a pour objectif de faire repousser les dents ? Je la connais. Pas de chance. De repousser les dents de ceux qui au Japon. Il est sûr de lui. J'ai fait un sujet Science Trash prévu dessus. Mais, voilà. C'est vrai, prévu ? Ah ouais. Ok, c'est marrant parce que... Bon, désolé. Je suis l'actu. Ok, moi je la connais aussi du coup. Non, je la connais pas en fait. Il fallait que je suive le move. Bon, alors je vous le dis tout de suite. Alors c'est vraiment fou parce que je l'ai inventé. Enfin, je pensais que ça existait pas. Ça existe au Japon. Ça s'est lancé au Japon. C'est vrai ? Ouais. Mais j'ai vraiment inventé le truc. À la base, je voulais faire repousser un doigt. Après, je me dis, vas-y, la dent. Les dents, c'est largement faisable. Bon, bah... Tu peux nous en parler ? C'était censé être faux. Mais... Quand on perd une dent, normalement, c'est irréversible. Mais le problème, c'est qu'en fait, ils vont réutiliser toute l'ADN en fait, que tu détiens en toi pour en fait, réussir à faire en sorte que grâce à un produit, en fait, on soit capable de te faire repousser la dent tel qu'il soit grâce à une cellule souche qui sera directement injectée au niveau de la gencive. J'ai une idée de fou alors. Oui. C'est les Japonais qui lancent ça. Pour le coup. Big up au Japon. Il y a des animaux peut-être qui ont ça, qui ont les dents qui repoussent. Au Japon, dans les requins, ils sont bons. Ils sont chauds. Ils sont chauds les Japonais là-dessus. Maintenant, une deuxième. Il y a un mouvement, en fait, c'est une start-up qui a pour objectif de contrôler technologiquement les états de conscience. Les rêves, etc. Alors, je donne pas trop d'infos. Je crois qu'il y a un truc comme ça sur les rêves. J'ai déjà entendu sur... les états de conscience.
État de C'est conscience. tellement large. Ouais. C'est vrai que c'est très large. Il y a tellement de startups fous. Ah, moi, j'en ai vu une un peu gore d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. À la base, c'est pour contrôler un peu votre bien-être, baisser le niveau d'anxiété. Je suis sûr que ça existe. On Ouais. n'a pas le droit de pense. tricher sur le portable, je présume. Bah, tu présumes bien. Enfin, je regarde c'est quoi les différents états de conscience. Je pense, non, je suis quasi sûr que ça existe. En gros, c'est une sorte d'altération de la conscience humaine. Ouais, je suis sûr que ça existe. Ok, ouais, c'est vrai, ça existe. Ça s'appelle consciousness hacking. C'est américain, je présume. Sûrement. Enfin, leur objectif, c'est de modifier et d'exploiter en fait les états mentaux humains à des fins commerciales ou sociales, hein, tout simplement. Aux Mais US, j'ai l'impression qu'ils sont un peu à fond dans le biohacking en ce moment. Je sais ça pas si fait, t'as vu un ouais. petit peu, je sais plus, j'ai oublié son nom. Je crois que c'est un milliardaire, il a 60 ans et il a dit qu'il va essayer de pas mourir de causes naturelles. Là, tu m'as parlé Oui, état de conscience, moi, tu m'as perdu. Là, Ouais, moi non plus. Je vois pas comment ils veulent faire. Par exemple, pour la société dedans, là, j'ai l'article qui en parle là de la société. Je peux te donner le nom. Du coup, elle s'appelle Toregem Biopharma, la startup japonaise qui veut faire repousser les dents des adultes. Et eux, ils expliquent clairement leur process et c'est pas trop compliqué. Hein, sur l'article, vous tapez ça sur Google, vous l'avez. Mais là, pour l'état de conscience, À documenter. oui. Bon, dans l'idée, c'est baisser le niveau d'anxiété, améliorer son bien-être. C'est ce qu'ils vendent, en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Ouais. Après, j'imagine que ça peut aller plus loin. Ça peut même jouer sur notre énervement. Mais baisser c'est-à-dire son qu'on peut faire un énervement. épisode de Black Mirror maintenant où en fait, tu essaies de manipuler les émotions des autres grâce à ça. Ouais. Oh, c'est Mais cool. ou alors ça fait peur. Moi, je trouve que ça Une fait pilule. très peur. Hein. Qui te donne l'émotion que tu veux. T'imagines? Je pense qu'il y en a qui utilisent ça comme une drogue, hein, clairement. Ouais, c'est vrai. Ça irait un peu loin. Ouais, mais juste avec l'IA et faire ce genre de choses, Peut-être avec une puce, non? Je sais pas. je sais pas. Dans ce que j'ai vu, ils veulent altérer la conscience humaine par le biais de dispositifs neurotechnologiques, Ouais. de méditation assistée par l'IA Méditation ou même, assistée par l'IA. ou même Ok, ouais. substances psychoactives contrôlées technologiquement. Donc des substances. Tu vois. Je sais que les sons, enfin les sens peuvent altérer ton état de conscience, ça c'est évident. Oui. mais- Après, altérer l'état d'esprit, l'état de conscience, c'est facile aujourd'hui, déjà avec des produits. On prend des champignons hallucinogènes Ouais, et c'est crois-moi, ça, tes sens, en fait, j'ai adoré étudier ça pour une vidéo Science Rage. J'ai Mhm. regardé comment fonctionnaient les champignons hallucinogènes. Et en fait, les champignons hallucinogènes vont activer plein de connexions synaptiques dans ton cerveau. Donc ton cerveau va être en suractivité. Et en fait, tu vas avoir tes sens qui vont être pas surdéveloppés, hein, mais qui vont être beaucoup plus sensibles à absolument tout ton environnement. Ta vue va être plus sensible donc à la lumière, à la luminosité, au reflet des ombres. Ton ouïe, tu vas entendre des choses que tu ne voudrais pas entendre. Je m'en souviens dans ce que je disais dans le papier là. Il parlait par exemple bruit infime que ça peut être de papier, papier qui tombe, papier qui se frotte. Ton toucher est beaucoup plus sensible aussi. Ton odorat. Tout ça va être en fait très sensibilisé par rapport à ton environnement et du coup ça te donne une sorte d'état voilà un peu second. Donc aujourd'hui on est déjà capable de faire ça grâce à ce type de produits, le champignon hallucinogène et je crois que c'est le LSD si je ne me trompe pas comme drogue qui est un peu utilisé dans ce type-là de tromper l'esprit. Donc c'est possible déjà aujourd'hui avec des produits. Après comment canaliser ça pour vraiment te mettre dans des états de conscience contrôlés avec des méditations par IA assistées etc. Je vois pas du tout. Ouais. Là, Non, moi, c'est pour être honnête, moi aussi, là, je mystérieux. vois pas trop. Hein. Ça c'est américain, ça se voit. Je vous en donne une dernière. Ouais. Mais du coup, juste dans ta démarche scientifique sur les champignons, est-ce que tu as testé? Non, mais moi, tester ce genre de choses. Pour la démarche jamais. scientifique Jamais. Il faut savoir qu'il y a des pays, je crois que même, non pas la France, pas encore, mais c'est en discussion en France, La savoir si Hollande, des je crois. psychologues puissent donner certaines doses de psychotropes Ouais. pour aider des personnes qui en ont besoin. Voilà, tout simplement. Je crois que c'est des choses comme ça, mais c'est contrôlé. Ça se peut fait être dans les médical. pays nordiques, il me semble. Oui, en plus, c'est pas. En fait, ça choque quand on dit ça à l'oral, mais en fait, quand vous allez à l'hôpital, on vous drogue. Hein, Ouais. je vous le dis. Oui, La morphine déjà. La morphine ou même d'autres Ouais. produits, des opiacés, etc. Donc ça peut arriver selon bien sûr les problèmes de santé. Maintenant, la troisième startup, alors vous allez me dire si elle existe déjà ou pas, parce que je pense que vous allez dire, ah, mais ça doit exister. Est-ce qu'elle est déjà créée ou non? C'est une sorte de startup qui veut télécharger la conscience humaine. Bah, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure quand on parlait de justement que notre ADN c'est de la donnée et en fait on peut la mettre dans je sais pas dans une carte SD. Ouais. Il faut juste faire en sorte qu'elle soit pas pleine. Ce serait bête. Mais oui, mais je pense bien sûr que ça existe ce genre de startup. Ok, Brahim, t'as un Ouais, ça avis? existe. Parce que je sais qu'il y a des startups, par exemple, qui essayent de congeler les corps lorsque les personnes sont mortes. Donc évidemment, je pense qu'ils essayent d'importer quand même aussi une conscience, enfin une forme
de conscience, sinon le corps n'a pas d'intérêt. Voilà, effectivement, la startup existe. Bah, ça joue vachement sur les limites éthiques. Là, je rebondis un peu sur ce que tu as dit. Ouais, tu as dit que Là, elle congèle les Ouais. corps, c'est ça pour... congeler les corps, bah, c'est un peu leur idée. En fait, il faut que la personne soit déclarée cliniquement morte. Mm. Et leur objectif, c'est de télécharger la conscience de quelqu'un. Alors, c'est peut-être un peu bizarre dit comme ça, pour le faire revivre plus tard et réimplanter sa conscience. Ouais, dans mais le d'ailleurs, futur, quoi. il y a des trucs encore plus gore sur, par exemple, on sait faire des clones depuis un moment, enfin, scientifiquement, cloner l'ADN, quoi. Et il y a des startups qui travaillent sur le fait de cloner quelqu'un, mais sans cerveau, parce qu'il y a des humains qui grandissent sans cerveau, notamment au Japon, afin d'avoir comme ça une banque d'organes pour pouvoir vivre plus longtemps. Enfin, C'est horrible. ouais. Des armoires à organes humaines. Ouais, c'est un peu ça le Il y a, truc. donc, il y a plein de startups deep tech, medtech, etc. Mm. C'est un peu hardcore. Il faudra fixer des limites éthiques à ça. Ouais, moi, j'ai entendu qu'en Chine, il y avait. Alors, c'est peut-être rien à voir, mais je crois qu'ils faisaient des expériences sur les singes pour les faire parler, parce qu'apparemment, les singes, ce n'est pas qu'ils n'ont pas l'intelligence pour parler, Mm. c'est juste Les qu'ils n'ont pas cordes vocales. les cordes vocales Ouais, ouais. pour. Pour le faire. Ouais. Alors, Euh, j'ai entendu comme quoi en Chine, il y avait le ça. cochon d'Elon Musk. T'as pas vu? Non, j'ai Ah pas oui, vu ça. si, j'ai vu. Ouais, avec Excellent. Neuralink, ils veulent Mm. implanter une puce dans un cerveau de cochon afin de le faire De parler. faire parler, en effet. Ah, d'accord, il Ouais, a ouais. aussi l'intelligence pour le cochon. Justement, pas. lui, il veut se En fait, détacher il a de la la notion puce. d'intelligence, mais C'est plutôt ça. utiliser l'intelligence artificielle pour interpréter les Ah ouais, signaux d'accord, neuronaux qu'il y a dans le cochon pour donner de la parole. Mais ça, c'est différent. Et après, ça rejoint à beaucoup de questions éthiques, d'ailleurs, parce qu'on est en train de jouer avec, j'ai envie de dire, l'humain et la vie. Par exemple, créer des armoires, j'ai envie de dire, à organes. Ah, c'est horrible. C'est éthiquement, voilà, on peut se poser la question, est-ce qu'on est pour ou contre? Et on sait très bien que l'humanité va se diviser sur ces questions, parce que la Chine, tu l'as dit, commence à développer ça. La France et l'Europe vont être plutôt réticents à ce type d'usage éthique. À la fin, la destruction de l'humanité va se mener plutôt sur ces conflits, j'ai envie de dire, de régulation qui vont être différentes selon les régions, selon les pays, selon les endroits du monde. Et ça va amener à des questions, comme on a eu avec l'avortement, avec la fin de vie, etc., à des questions, est-ce qu'il est, j'ai envie de dire, éthique de faire des clones pour reprendre des organes, justement, sur des corps humains, ou mettre une conscience humaine sur un autre corps? Je pense, alors, faut peut-être prendre des fois un peu de recul. Il y a un peu toujours eu ces questions-là. Est-ce que ça va être. Le fantasme de Ouais, il y a toujours un l'humanité. peu de fantasme, etc. Faut prendre du recul. Après, ça veut pas dire pour autant qu'on n'est pas, je pense, dans une ère où ça va vraiment très très vite. Je pense que c'est vraiment le cas. Et plus qu'avant, mais après, je sais qu'on dit un peu tout le temps ça. Je pense que c'est quand même un peu le cas, personnellement. Après, on a nos avis. Et je pense que, voilà, comme tu as dit, Guillaume, ça va se jouer sur l'éthique des personnes qui les utilisent. Est-ce C'est qu'on ça. accepte, est-ce qu'on n'accepte pas C'est ça. les régulations là-dessus? Il y en a déjà des régulations, ça évolue. Ouais, mais la Ça régulation, va. elle est dans les domaines qu'on veut bien. Comme j'ai dit, au niveau des armées, voilà, bah, si on regarde l'armée, il y aura strictement aucune régulation. Zéro Il y a rien. régulation. Et de toute façon, ça va de plus en plus vite depuis de toute façon l'ère industrielle et ça continue d'aller plus vite, mais il y a un moment où ça devra aller moins vite parce qu'on n'aura plus soit l'énergie, soit des défis environnementaux à résoudre et on aura forcément plus notre attention là-dessus que C'est ça. sur d'autres points. Les conflits vont être menés, certes, sur ces questions de régulation. On va vouloir toujours développer de technologies nouvelles, plus révolutionnaires, qui vont poser davantage de questions et diviser davantage le monde. Mais à la fin, ce qui nous reste, c'est notre environnement, notre milieu. On va devoir se battre pour faire évoluer nos technologies à nos besoins primaires, c'est-à-dire mieux manger, mieux se réchauffer, mieux faire la guerre. Oui, aussi, là, c'est assez triste, mais l'homme pense ainsi. Et voilà, donc ça va se recentrer davantage là-dessus, nos évolutions, malgré tout. D'accord. Donc, est-ce que l'IA va mener à la destruction de l'humanité en elle-même? Non, mais ce qui va y mener, sûrement, c'est nos usages. Ouais, c'est un peu comme tout, c'est De toute les façon, utilisations liées à. Concrètement, si on n'a pas assez d'énergie, on n'aura pas des IA capables de détruire l'humanité. Et si on n'a pas assez de bouffe, on Tout à n'aura fait. pas on n'aura pas la possibilité d'élever des armoires à organes. Donc, il y a d'autres défis aussi à régler, quoi. Ok, donc du coup, un mot de la fin, ce serait. Faites des IA éthiques et responsables. Oh non, mais c'est un vrai sujet, il faut. Et manger Vraiment des pas. champignons aussi. Il faut vraiment parler là-dessus, je pense, pour le coup, faire entendre nos voix sur l'éthique. Et je pense que voilà, il y a beaucoup de lois qui sont en train d'être créées. Oui. Faut regarder ça de près. Beaucoup de restrictions. Il y a un travail qui est fait là-dessus, déjà sur la protection des données personnelles, etc. Tout à fait. Je pense que c'est vraiment important aussi que les lois soient faites par des gens qui comprennent vraiment les enjeux, typiquement des chercheurs vraiment calés en IA. Parce que trop souvent, assez souvent, il y a eu des décisions qui ont été prises par des politiques, etc. Enfin, des décisions qui auraient plutôt dû être prises par des scientifiques. Après, le gouvernement Voilà. français a mis en place une commission de l'intelligence artificielle qui est bizarre, consultative, qui est faite par plusieurs experts quand même du domaine.
Il y a Gaël Varocco, par exemple, qui est l'un des plus grands chercheurs sur l'intelligence artificielle en France, qui fait partie de cette commission. Et donc voilà, elle existe, elle est présente. Il y a Yann Lequin qui est présent aussi. Ah, Yann Lequin. Voilà. Bon, ça existe. Le problème, c'est qu'il faut pas, il faut se reposer sur eux, mais il ne faut pas que les politiques soient sourds à ça et qu'au contraire, on soit en capacité. Voilà, il faut qu'il y ait un tout ça. travail main dans la main, je pense, C'est ça. à ce niveau-là. Ok, bon bah écoutez, c'était un plaisir de vous avoir sur ce podcast. On a vraiment parlé de beaucoup de choses parce que le sujet est super vaste. Mais voilà, je pense qu'on a donné quelques pistes de réponse. Mhm. Voilà, merci Guillaume, merci Brahim, merci Alain. Merci à toi. Marc. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si elle vous a plu. Il y aura d'autres sujets un peu du type qui arriveront prochainement.